Chers auditeurs, c'est bien la RTNC, chaîne nationale émettant de Kinshasa. Nous sommes avec le professeur Nico Omeyonga, professeur des universités, économiste et analyste. Avec lui, nous allons parler du 30 juin économique. Bonjour, professeur Omeyonga. Bonjour, monsieur le journaliste. Le 30 juin 1960, Lumumba a prononcé son discours d'indépendance politique, une indépendance fracassante parce que les Belges en étaient très mécontents. Et beaucoup de temps après, nous sommes toujours en train de patauger. En fait, est-ce que cette indépendance du 30 juin n'avait pas suffi pour déclencher le développement du Congo? Oui, ça pourrait suffire, mais il me semble que, comme toujours, nos acteurs politiques, quand ils se sont retrouvés à Bruxelles, ils ont plus réclamé l'indépendance politique. Ils l'ont eu sur papier. Mais en réalité, je pense que cette indépendance, si elle a été proclamée de manière formelle, mais je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir. Après 64 ans, je m'imagine que même si les plans politiques, on n'est pas suffisamment indépendant parce que nous continuons toujours à être caractérisés par cette extraversion politique où nous considérons toujours que la légitimité, même pour les acteurs politiques, proviendrait de l'extérieur. Et parce que nous parlons d'indépendance économique, vous m'avez présenté comme économiste, moi je pense que la souveraineté économique, c'est celle-là qui conditionne la véritable indépendance. On ne peut pas avoir une indépendance si on n'a pas l'autonomie, si on n'a pas la souveraineté économique. C'est ainsi que même en 1958, Charles de Gaulle disait, pas d'indépendance économique, il n'y a pas d'indépendance tout court. Donc, on a eu l'indépendance politique, mais il nous reste la véritable indépendance, c'est celle relative à l'économie. Or, notre économie, depuis 60, se caractérise par ce que j'appelle la vassalité économique. C'est que nous sommes toujours sous la domination, c'est toujours le modèle économique colonial qui a été légué par les colons, qui est toujours l'application. Alors quoi, pour déclencher cette indépendance économique, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Parce que nous avons déjà des entreprises que les Belges ont créées, que nous sommes en train de créer. Les Belges nous ont légué ça. Qu'est-ce qu'il nous faut pour déclencher notre indépendance économique? Oui, parce que vous parlez de l'indépendance économique passe par les entreprises. C'est vrai, il faut noter ici que je suis parmi les gens qui est dur, qui est très critique par rapport à la colonisation. Du reste, la colonisation n'a jamais été une bonne chose. Mais la nôtre a été la plus abjecte. C'était une colonisation fondée sur l'exploitation et l'avilissement des Congolais. Mais il faut noter aussi que parmi l'héritage de la colonisation, les Belges, malgré cette barbarie, ils nous ont légué à peine 9600 industries. Mais à ce jour, je suis au regret de vous dire qu'on en a seulement une centaine. Donc tout a été détruit. Tout a été détruit, c'est qu'on a pendant 6 décennies, on a assisté à un pillage, à une destruction industrielle, à un investissement tout court. Et tout est dû à certaines politiques économiques qui étaient fondées sur la prédation. Tenez, quand nous prenons les pouvoirs à 60, quand nous accédons à l'indépendance, déjà le pays a été plongé par des guerres fratricides et cela a détruit l'économie. Et après, quand le maréchal Mobutu prend le pouvoir, lui encore une fois, vers les années 70, comme c'était les années partout en Afrique, on devrait avoir une sorte de nationalisation économique. On devrait avoir des économies et des entreprises qui soient des entreprises des autochtones. Mais malheureusement, une fois de plus, le président Mobutu à l'époque, il a pris une politique économique prédatrice qu'on a qualifiée des arianisations. Et ces arianisations, malheureusement, il a ravi les entreprises qui appartenaient aux expatriés, les Portugais, les Grecs, et il les a confiés aux Congolais, malheureusement, à des mains inexpertes. Et c'était les premiers, c'était Kouak qui a détruit l'industrie et l'économie. Et arrivé vers les années
à l'avènement de la démocratisation, on a assisté aussi à des pillages à 91 et à 93. Cela aussi a détruit. Mais ajouter à cela la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, comme vous le savez, tous les politiques et tous les régimes qui se sont succédés ont été caractérisés par la prédation à grande échelle. Et ça n'a pas permis l'amélioration de l'économie. Ajouter à cela que la qualité des institutions est toujours au rabais. Il y a des auteurs que je vois. Daron Acemoglu et Robinson démontrent clairement les liens de causalité qui existeraient entre la qualité des institutions et la croissance économique. Or, à ce jour, nous avons des institutions politiques, économiques et sociales qui sont au rabais, donc ça ne permet pas d'engager une croissance économique ou même d'une stabilité réelle de l'économie. Donc voilà un peu le contexte dans lequel. Maintenant, pour répondre à la question de l'indépendance économique, est-ce que c'est le domaine du possible ou le domaine du faisable? Moi, je pense que c'est le domaine du faisable, mais dans un horizon assez long, mais il faut des acteurs. Parce que quand on parle de l'indépendance économique, il faut que l'économie est caractérisée par combien? Par 4 secteurs. Nous avons le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire et le secteur quaternaire. Mais revenons, toutes les nations qui se sont développées, qui ont acquis leur souveraineté économique, ils ont commencé par avoir la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire passe par la souveraineté du secteur primaire. Or, le secteur primaire à ce jour, il est, malgré les potentialités que nous avons, laissez-moi vous dire que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables et 40 millions de terres irrigables. Mais nous continuons toujours à demeurer dans une sous-alimentation qu'on ne peut pas qualifier. Déjà, le dernier rapport indique qu'il y a 27 millions de Congolais qui sont privés, qui sont victimes de la malnutrition et de la sous-alimentation. Donc le secteur primaire n'est pas aussi au rendez-vous. Mais ajouter à cela le secteur secondaire. Mais le secteur secondaire a été détruit. Je vous ai dit que les colons nous ont laissé 9600 industries. Aujourd'hui, on a une centaine d'industries. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas assez d'industries manufacturières. Donc, le secteur industriel n'existe pas. Mais s'il existe, il est encore au stade embryonnaire ou dans un état très marginal. Ajouter à cela aussi le secteur des services. Mais aujourd'hui, rien ne marche. Le commerce est au rabais. Les quelques rares commerces sont tenus encore une fois par les expatriés. Quand vous regardez dans tous les domaines, que ce soit dans les secteurs alimentaires, agro-industriels, agroalimentaires, partout, et même les repas les plus consommés à Kinshasa, c'est le pain, est tenu toujours par les étrangers. Vous arrivez au niveau du secteur quaternaire, l'économie numérique, parce qu'aujourd'hui c'est là. Mais laissez-moi vous dire, si j'ai suivi les rapports de ARPTC qui indique qu'on devrait avoir 50 000 km de fibres optiques sur l'ensemble du territoire, mais il n'y a que 20% qui a été réalisé. Donc, encore une fois, le taux de pénétration numérique à ce jour est autour de moins de 30%, et pourtant la moyenne africaine est autour de 40%. Donc, il y a au moins 70% des Congolais qui n'ont pas accès à l'Internet. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'économie si on n'intègre pas le secteur quaternaire, c'est-à-dire l'économie numérique. Voilà un peu, en gros, mais je pourrais encore davantage m'étaler pour démontrer combien notre économie est encore au stade d'une économie dominée et, comme je l'ai dit, une économie extravertie avec une triple dépendance financière, commerciale et industrielle. Tous les secteurs de la vie économique des nations est tenu par les expatriés. Oui, mais professeur, vous dites bien, en fait, il y a 4 secteurs. Les primaires, nous avons suffisamment de forêts, nous avons des eaux, l'agriculture ne marche pas, on importe tout. Nous avons le commerce, nous avons l'industrie qui est toujours entre les mains des étrangers, donc une grande partie avait déjà été saccagée depuis Mobutu. Après, c'est le commerce avec les étrangers, les numériques.
quand Tshisekedi crée les ministères du numérique, en fait, c'était un coup de pouce à ces services, à ces secteurs-là? Non, je vais bien, on peut créer, mais le problème c'est que, vous savez, dans ces pays, on a créé beaucoup de structures, et que des structures qui étaient en réalité des morts-nés. Bon, il a créé ces secteurs, mais c'est bien, parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'économie numérique, et cela a été démontré lors de la Covid, où on a montré qu'il y avait que 4 industries numériques qui ont été florissantes, ce qu'on appelle GAFA, Google, Amazon, Apple Store et Facebook. Bon, maintenant, est-ce qu'on a créé? Quand on crée, il faut des mesures d'accompagnement. Il faut mettre les éléments qui favorisent cette... Et là, ce plan-là, ce projet devrait être accompagné. Nous avons, je venais de vous dire, RPTC, qui nous dit clairement qu'on devrait déployer la fibre optique à l'ensemble du territoire pour une distance de 50 000 km. Mais à ce jour, il n'y a que 20%. Donc 20%, ça veut dire qu'il n'y a que 10 000 km seulement, 40 000 km n'ont pas été couverts par la fibre optique. Or, quand la fibre n'est pas couverte par la fibre optique, en d'autres termes, c'est que la question numérique demeure encore un défi et non une opportunité dans notre pays. Alors, professeur, est-ce qu'il fallait créer un ministère ou bien renforcer le pententique qui a déjà encensé le numérique? Parce que c'était, comme vous avez dit, un ministère des trous, alors que c'était déjà une structure du pententique. Oui, on risque de me répéter parce que des questions techniques, on les confie aux politiques. Alors que, plus que jamais, nous croyons que ce n'est pas le fait de multiplier les structures, de multiplier les ministères qui peuvent engager. Déjà, même ces secteurs-là pouvaient même être tenus par les ministères des télécoms, postes, télécoms et tout ça. Mais on crée, pourquoi? Parce qu'on veut satisfaire quelques clients politiques ou les amis et sinon des frères. Ça, ce n'est pas de nature à engager. Parce que la faiblesse de notre économie est due aussi à la faiblesse du leadership. Quand on a un leadership un leadership qui n'intègre pas la vision de développement, et on se met dans une position où on crée des structures en croyant bien faire les choses alors qu'on s'engloutit davantage. La politique, comme plus d'une fois je vous l'ai dit, que la politique est d'essence élitiste. Il n'y a que les meilleurs d'entre nous qui doivent faire la politique. Malheureusement, dans les pays africains, particulièrement chez nous, les critères de sélection, les castings n'obéissent pas toujours aux critères objectifs. Malheureusement, le casting ici est dicté par des critères purement subjectifs. Et pour des raisons aussi de satisfaire certains clients politiques, on crée des structures budgétivores qui ne sont pas de nature à faire avancer les choses. Alors, professeur, vous avez prôné hier l'entrepreneuriat, ça suffit une manière de booster l'économie. Alors, comment booster maintenant cette économie aujourd'hui avec tous ces critères que vous avez déjà évoqués ici? Qu'est-ce qu'il faut renforcer? Les critères primaires, les secteurs primaires, les secteurs secondaires, tertiaires? Où mettre maintenant de punch pour que le Congo commence à acquérir son indépendance économique? Pour acquérir l'indépendance, heureusement il faut noter que nous sommes vraiment gravement en retard parce que tous les pays qui ont acquis leur indépendance économique, ils ont commencé par le secteur primaire. Parce que l'indépendance dont on parle, il faut commencer par l'indépendance du ventre. Tant que le ventre est tenu par les étrangers, on n'est toujours pas indépendant. Et on lui a été clairement démontré que dans tous les pays, même quand vous regardez la France, l'Allemagne, le secteur qui a été le premier à être engagé, c'est le secteur primaire. Et même le secteur secondaire est venu, et c'est pourquoi vous remarquerez que toutes les industries qui ont vu, quand vous regardez l'histoire de l'industrialisation à travers le monde, les quelques premières industries ont vu les jours à côté du village ou dans les villages, parce que c'est là où, quand on a créé des produits qui sont considérés comme des matières premières, ils doivent être conditionnés. Prenons les cas pour être assez pédagogique et illustratif. Vous êtes au Congo central. Le Congo central, c'est une province frugivore qui a beaucoup de fruits.
Alors, pour que ces fruits ne pourrissent pas, il faut les conditionner, il faut les transformer. Et quand on les transforme, c'est ça l'industrie. L'industrie des jus. Des jus, et ça commence. Et quand on a transformé, parce qu'on ne peut pas tout consommer, on commercialise. C'est le secteur tertiaire. Mais aujourd'hui, comme aujourd'hui, c'est le secteur qui est à la base, c'est le secteur de l'informationnel, c'est-à-dire l'informatique, le secteur numérique. Comme j'ai toujours dit, si le XVIIIe siècle a été considéré le siècle de la révolution industrielle, ce siècle présent est considéré comme le siècle de la révolution numérique. Bon, comme on a connu du retard, moi je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut commencer par redynamiser le secteur primaire, qu'on arrête avec ce que j'ai toujours appelé la ruralité économique, qu'on s'inscrit dans la urbanité économique. Or, l'État, l'actuel État, c'est un État rentier. Il faut changer de paradigme, quitter de l'État rentier à l'État stratège. Donc, on redynamise le secteur pour créer, une fois que le secteur primaire est redynamisé, il crée des matières premières pour donner le secteur secondaire. Le secteur secondaire va encore se redynamiser et transformer les matières premières qui proviennent du secteur primaire et pour alimenter le secteur tertiaire pour la commercialisation. Si on le fait, c'est alors qu'on pourra. Dès lors, pour parler d'indépendance économique, il faut qu'il y ait l'indépendance ou la souveraineté de ces trois secteurs. Et cela passe par quoi? Par l'entrepreneuriat. Tous les pays du monde, et même prenons ici à côté de chez nous, c'est l'Égypte et l'Éthiopie. Dans les années 80, qualifier quelqu'un d'Éthiopien, c'était une injure. Mais aujourd'hui, la flotte aérienne africaine n'est tenue par l'Éthiopie. Or, quand on parle de l'entrepreneuriat, le préalable aussi, c'est l'investissement dans l'humain, l'investissement dans les Congolais. Donc, former les Congolais de manière à ce qu'ils deviennent pas des salariés, parce que les salariés, c'est de la propriété en sursis, mais on forme de véritables capitaines d'industrie, de véritables entrepreneurs qui peuvent soutenir l'économie. Il faut que l'économie aujourd'hui, il faut avoir un entrepreneuriat congolais ou alors un actionnariat congolais. Aujourd'hui, toutes les petites et moyennes entreprises qui existent, ce sont les initiatives ou l'œuvre des expatriés. On ne peut pas avoir l'estomac tenu par les étrangers, la santé tenue par les étrangers et prétendre ça, ce sont les fondamentaux. Ça, c'est d'abord ça. Résolvons d'abord les fondamentaux avant d'envisager d'autres choses. Et cela passe, encore une fois, par la qualité des institutions, mais la qualité des institutions exige un bon leadership, un leadership, c'est-à-dire un leadership transformation. Et pour avoir un leadership, il y a nécessité d'investir dans l'éducation. C'est quand on a des gens suffisamment bien éduqués qu'on peut, parce que les leaders sortent des masses populaires. Alors quand on n'a pas des masses populaires bien éduquées, quand on n'est pas bien formé, on ne peut pas avoir. C'est la faiblesse des personnels politiques aujourd'hui, c'est parce que la société civile qui devrait être le vivier, qui devrait être le pourvoyeur du personnel politique, est défaillant. Et c'est ainsi que je donne raison à Mandela, qui dit que pour tuer un pays, il ne faut pas prendre les armes. Pour tuer un pays, il faut tuer son système éducatif. C'est le cas, l'illustration la plus patente, c'est la RDC. On a réussi à émasculer, à désarticuler les systèmes éducatifs, et voilà le résultat là où nous en sommes. Donc, mais ce n'est pas une fatalité pour autant. Je crois qu'on a toute l'énergie, tous les moyens pour rebondir. Et pour rebondir, le capital le plus important, c'est le capital humain. Et le capital humain passe par la formation, par l'éducation. Donnons les gros des moyens dans l'industrie, dans la formation des jeunes. C'est pourquoi je passe les gros de mon temps à former les jeunes. Pour être quoi? Pour être des entrepreneurs, pour être des managers. Il faut que aujourd'hui, les pays modernes sont tenus par des managers. Il faut même au niveau politique, il y a des managements publics. Il faut que ce soit les managers et que tous ces politicaires, tous ceux-là qui
qui ont montré les limites et qui considèrent que leur refuge c'est la politique. Il faut que la politique soit l'œuvre de l'élite du savoir. Parce que l'élite politique a failli, il faut que l'élite du savoir, il faut qu'il y ait une nouvelle génération des acteurs politiques que j'appelle les techno-politiques. Des gens qui allient l'éthique et l'expertise, parce que c'est ça, depuis la Grèce antique et passant par l'Égypte antique, la politique est des sens élitistes. Ce n'est que les meilleurs d'entre nous qui doivent faire présider la destinée collective. Auquel cas, nous allons continuer à patauger et nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Nous, on a assez pleuré. Je pense que les glaces sonnaient pour arrêter de pleurer. À 64 ans d'indépendance, je pense qu'il est temps qu'on fasse un exorcisme collectif et puis qu'on crée une nouvelle dynamique. Et une nouvelle dynamique passe par ce que j'appelle un plan pluriannuel endogène, c'est-à-dire initié par les Congolais et réalisé par les Congolais. Arrêtons avec les prêt-à-porter, arrêtons avec la critique d'emprunt et arrêtez de considérer que les meilleurs c'est ceux qui viennent de l'extérieur. Ici à l'intérieur, il y a quelque chose, il y a des meilleurs. Peut-être on n'a pas encore atteint la masse critique, mais je pense qu'avec les quelques éléments encore qui résistent à la précarité, qui résistent à la corruption, qui résistent à toutes les antivaleurs que nous décrions, ces gens-là, cette élite-là qui reste encore, bien que minoritaire, peut encore impacter positivement et rebondir de manière à ce que les rêves que les pionniers de l'indépendance auront duquel Lumumba, au premier rang duquel Lumumba nous a dit que nous serons la locomotive de l'Afrique et c'est nous qui allons engager le développement de l'Afrique. Donc si l'Afrique est à ce niveau, c'est nous qui en sommes responsables parce qu'aux indépendances, il y avait 4 pays. Et comme nous avions à l'ouest le Nigeria, au sud l'Afrique du Sud, et au centre la RDC. Mais regardez, le Nigeria aujourd'hui est devenu la première puissance économique africaine. L'Afrique du Sud, c'est le seul pays émergent d'Afrique. L'Égypte, vous voyez, il a atteint un niveau d'industrialisation et de développement assez élevé, mais c'est le seul pays qui patauge et pourtant c'est le seul pays qui est au cœur, qui peut faire développer l'Afrique, c'est la RDC. Donc la responsabilité de l'Afrique nous incombe et donc si on patauge, si on traîne les pas, nous serons comptables et tous les Africains ont les regards tournés ici chez nous et donc il est temps que nous puissions nous réveiller et prendre le destin en main parce que le destin congolais c'est le destin africain. Tant que le Congo ne sera pas relevé, l'Afrique va continuer à partager. Oui, professeur, je retiens là des choses. Un plan de développement local du Congo pour booster le développement. Nous n'avons plus à attendre parce que nous avons suffisamment de l'expertise. 64 ans, on n'est plus enfant, on est déjà grand-père, on est même retraité. Donc le Congo a suffisamment investi. Et quand vous allez ici, non loin de chez nous, vers Gambela, là-bas vous trouverez trop de régimes, trop d'ananas, trop de bananes, trop de mandarines qui pourrissent, qui viennent du bas Congo. Alors, un plan local pour l'industrialisation locale. Est-ce qu'il ne faut pas booster, il ne faut pas que l'État décide de soutenir ceux qui sont là pour créer cette industrie locale? Oui, avant de répondre à cette question, je voulais pourquoi j'insiste sur un plan pluriannuel endogène, ce que vous appelez local. Et là, j'ai fait un clin d'œil, je salue la mémoire de Joseph Kizerbo, un historien, un professeur d'université comme moi, qui, de son vivant, avait dit on ne développe pas, on se développe. Donc, aucun État, même les États-Unis, ne sont pas capables de développer un autre État. Donc le développement est d'essence endogène. Donc c'est à nous qui appartient cette initiative. C'est vrai, vous dites que est-ce que c'est seulement l'État? Oui, mais dans tous les pays du monde, c'est vrai, le secteur privé est là, mais qui organise, qui régule? C'est l'État. L'État crée des conditions d'opportunité économique. Même si l'initiative peut être privée, mais il faut qu'il y ait l'encadrement de l'État. C'est ainsi que, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de gestionnaires à la tête du pays, on a besoin de managers. Les managers qui viennent booster, qui créent des conditions qui permettent à ce que les initiatives privées se clore et prennent corps. Et alors, pour qu'il en soit ainsi, on peut avoir des visionnaires.
faut avoir des visionnaires. J'ai parlé de l'Éthiopie, je peux parler aussi de la Corée du Sud. Quand nous accédons à l'indépendance, nous avions un PIB assez élevé par rapport à la Corée du Sud. Mais la Corée du Sud aujourd'hui, pendant que nous nous contentons avec 550 dollars de PIB moyen, c'est-à-dire PIB per capita. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud qui était derrière nous, un site coréen moyen a au moins 35 000 dollars. Là, vous voyez, et ça à cause de quoi? Des choses, 3 choses. L'éducation et la recherche, le leadership ou le leadership transformationnel et l'entrepreneuriat. Voilà, c'est cette trilogie-là qui conditionne les boostings, qui conditionne la relance sur le décollage. Si nous voulons réellement être demain une puissance, il faut investir dans l'éducation. Nous sommes l'un des rares pays qui considérait que tous les débats sur la rémunération ne concernent que les politiques. Et vous voyez, les débats même, ils auront 21 000. On trouve que non, 21 000 dollars pour un député, c'est pas suffisant. Il faut lui ajouter les doubles, jusqu'à 40, tout ça. Et pendant ce temps, combien les professeurs d'université touchent, combien l'enseignant de l'école primaire touche. Tout ça, c'est ça la question. Tant qu'on va maintenir la population dans l'obscurantisme abject, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, pour qu'il y ait cet éveil, il faut qu'il y ait l'élite. Et l'élite et l'indépendance, quand on parle d'indépendance, c'est dans tous les secteurs. Il faut qu'il y ait même la presse. Et là, je salue quand même, parce qu'on a toujours eu un regard un peu critique à la presse nationale, mais vous êtes de la RTNC, mais quand même de temps en temps, vous donnez la parole à tous. Et il faut que déjà la RTC se libère, que la RDC et la RTNC vraiment recouvre totalement son indépendance et considère que tous les courants de pensée, tous les courants politiques doivent passer. Il faut donner la voix à tout le monde. C'est dans la pluralité des opinions qu'il n'y a que la liberté. L'indépendance comme la liberté, ce sont des conquêtes, ce sont des choses qu'il faut qui doivent être conquises pour qu'il y ait réellement qu'il y ait déclenchement et développement. Parce que sans liberté d'expression, sans indépendance économique, tout ce qui peut être dit politique et tout ça, on peut risque de faire 100 ans de politique, continuer à célébrer l'indépendance et demeurer toujours faire les surplaces. Pour arrêter de faire les surplaces, il faut arriver d'abord à recouvrer toute forme de liberté et mettre en place la véritable indépendance économique et arrêter avec la vassalité économique qui nous caractérise depuis 6 décennies. Oui, professeur, on va finir. Vous avez parlé d'un PIB annuel de 70 milliards. Le gouvernement a présenté en 5 ans un projet de 90 milliards. Il y a évolution quand même. Non, et je vais rectifier. Ce que le gouvernement a présenté, c'est le programme politique quinquennal. Et il estime qu'il va chaque année mobiliser pour le budget 18 milliards. Mais il faut noter, s'il mobilise 18 milliards, il faut tenir compte de la pression fiscale. Donc, en ressources propres, le gouvernement pourra mobiliser peut-être 11 milliards. Et les 7 milliards, il compte encore, si, comme d'habitude, aux partenaires extérieurs qui viendraient ajouter. Mais c'est encore toujours chétif. Si nous comparons même avec les petits pays à côté de chez nous ici, l'Angola, qui a le tiers de la population de la RDC, un budget de plus de 20 milliards. Donc je crois, et puis encore ces 18 milliards là, ce n'est qu'une prévision. Et quand on va faire la reddition des comptes à la fin de l'année, on va constater qu'en réalité, le budget n'a pas atteint les 18 milliards, mais c'était autour de 10 milliards. Donc, et puis les 10 milliards, si vous prenez 10 milliards, vous divisez par 100 millions de Congolais, vous trouvez que c'est encore ridicule. Donc, je ne pense pas que pour la RDC, un budget de 18 milliards et un programme quinquennal de 92 milliards soit important. Non, je crois que c'est encore ridicule et chétif. On a un potentiel qui nous permet d'avoir des budgets même de 50 milliards
pourquoi pas? Et puis, vous avez parlé de PIB. Un PIB de 70 milliards. Quand vous avez un PIB de 70 milliards, en réalité, vous dites que les Congolais moyens aura 700 $. Et 700 $ par an. Donc, si vous divisez ça par 12, vous voyez ce que ça représente. Et par jour, ça sera moins de 2 $ par jour. Or, la Banque mondiale dispose que si quelqu'un vit avec 3 $ par jour, il est pauvre. Donc, dans les conditions actuelles, nous ne sommes même pas pauvres, mais nous sommes sous-pauvres. Donc, on se bat pour être pauvre. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses à réaliser. Et tout ça, pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas une bonne gouvernance. Tout ça, c'est parce que les DSP au rabais. Tout ça, c'est parce que on a créé un système de pillage institutionnalisé où la prédation est à grande échelle. La politique a cessé d'être un service, un apostolat. En RDC, la politique devient un véritable pandémonium, un site de prédation à grande échelle. Donc il faut qu'on arrête, il faut qu'on change de paradigme, il faut que nous ayons des nouveaux acteurs. Et je pense que ces nouveaux acteurs, comme les personnels politiques ont totalement failli, ces nouveaux acteurs proviendraient de l'élite du savoir que nous sommes, et je crois que la RDC peut compter avec l'élite du savoir, et pour qu'on en arrive au point de vraiment de décollage, il faut investir dans l'éducation, investir dans l'homme. J'ai toujours dit, et l'homme auquel je fais allusion, c'est les jeunes. Et même les gens qui ont conquis l'indépendance, c'était des jeunes. Lumumba à l'époque, c'était un trentenaire. Donc, pourquoi je mets le gros de mon temps pour former la jeunesse? Parce que je dis toujours, une jeunesse éduquée est une force d'aujourd'hui, mais une puissance de demain. Donc, mettons le gros de nos moyens pour éduquer. Le Congo de demain sera le reflet de ce qu'on aura fait de la jeunesse d'aujourd'hui. Et la jeunesse, particulièrement, c'est la jeunesse estudiantine. Étant professeur, je mets le gros de mon temps pour former cette jeunesse estudiantine dans les universités, en dehors des universités, dans des conférences et séminaires, pour encore lui donner de la valeur ajoutée, parce que l'indépendance passe par la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, il n'y a que l'élite qui est capable d'apporter la valeur ajoutée. Aujourd'hui, tout le monde est unanime que le capital humain, c'est le capital le plus important de tous les capitaux qui peuvent exister. Donc, nous avons besoin de ça. C'est le capital intangible, c'est l'esprit qui tient le physique. Et donc, moi, je pense que nous devons investir dans l'intelligence, et l'intelligence des jeunes. Et cela permettra d'arrêter définitivement l'échec transgénérationnel qui part de l'indépendance 60 à ce jour. Merci beaucoup, professeur. Bonne fête d'indépendance. Merci à vous. Bonne fête à vous et bonne fête à tous les Congolais et particulièrement à tous les jeunes du Congo et tous mes étudiants qui sont disséminés partout à travers les universités de la capitale. Merci beaucoup, professeur Meyonga. C'est moi qui vous remercie.